effectivement, on va reprendre la définition qui a été donnée par les secrétaires généraux de l'ONU. Donc, migrant, c'est quelqu'un, une personne qui se trouve hors du territoire de l'État dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté, et donc qui se trouve sur le territoire d'un autre État. Je suis migrant. Alors après, ça se complique un peu entre les migrants, donc c'est juste quelqu'un qui est ailleurs, dès là où il a la nationalité et la citoyenneté. On parle aussi des réfugiés. Donc qu'est-ce que c'est un réfugié? Et là, on n'invente rien, on va reprendre la définition de l'HCR, qui bien sûr vient de la Convention de Genève. Alors, par contre, là où c'est encore un tout petit peu plus compliqué, que quand on parle des réfugiés, on fait un peu dans notre prise en charge, on a différents statuts. Donc les réfugiés, c'est quelqu'un à qui le statut a été accordé. Un demandeur d'asile, il a demandé les statuts, mais il est en attente d'avoir une réponse. Et après, on a des migrants qui sont dans des autres situations administratives. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc, au niveau du plan national, on nous annonce en 2016 que la France était censée accueillir à la fois des migrants relocalisés, c'est-à-dire des migrants qui venaient des hotspots grecs et italiens, donc déjà avec un statut de demandeur d'asile. Ensuite, des migrants réinstallés, donc qui arrivaient déjà avec un statut de réfugiés. Et ensuite, ce que nous avons en revanche vu en région Île-de-France, c'est majoritairement des migrants qui sont venus par leurs propres moyens. Donc, c'est-à-dire les Syriens qui arrivaient par l'aéroport, directement, ils étaient orientés dans des autres régions de la France. Et nous, en région Île-de-France, on a vu un phénomène des personnes venues par leurs propres moyens. Alors, bien évidemment, la vague migratoire dont on parle depuis 2015, elle n'est pas nouvelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc les vagues migratoires, ce n'est que la dernière, et les phénomènes migratoires sont plutôt anciens. Donc là, j'ai ressorti les photos de l'album des familles des Italiens, avec une dédicace spéciale pour Matteo Salvini, bien sûr. Par contre, ce qui est nouveau depuis 2015, c'est effectivement quelque chose, donc les vagues migratoires, pas nouvelles et pas récentes, pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau depuis 2015, c'est les phénomènes visibles, donc des campements des rues, comme les Parisiens connaissent. Donc la visibilité de l'arrivée des migrants, l'aspect en transit, donc souvent ce sont des gens qui passent sur Paris sans forcément vouloir s'installer, et aussi la non-maîtrise, majoritairement la non-maîtrise de la langue française. Donc on va dire que c'est à peu près les phénomènes un peu nouveaux de cette dernière vague migratoire, tout en sachant que ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est que la vague migratoire la plus récente. Et bien évidemment, on n'est pas les seuls, on n'oublie pas les Nord-Pas-de-Calais, donc les jungles de Calais et Dunkerque. Et on va dire, donc je vous l'ai fait un peu par période historique, entre juin 2015 et novembre 2016. Donc on a à peu près plusieurs campements des rues, avec bien évidemment les actions des associations comme Médecins du Monde, Emmaüs, les SAMU sociales, la Croix-Rouge, les maraudes bénévoles et tout ce que vous voulez. Au total, pour avoir une idée des données chiffrées, entre juin 2015 et novembre 2016, on compte 30 opérations de mise à l'abri pour un total de 21 728 places d'hébergement proposées. Et bien évidemment, il y a des gens qui... voilà, c'est les données que nous avons. La plus grande opération, que pour le moment, on n'a pas battu les records, c'était en novembre 2016, avec la mise à l'abri des 3852 personnes, pour un total de 82 cas de tourisme et 40 structures d'accueil réquisitionnées par les préfets. Alors, il y a tout n'importe quoi, des gymnases, des salles des fêtes, des structures d'hébergement. C'est vraiment l'idée de trouver des places
et celle-là était la 30e opération des mises à l'abri, mais il y en a eu d'autres. Voilà, donc quand les personnes arrivent dans une centre d'hébergement, donc vous avez compris, quand on a 3500 personnes à mettre à l'abri, ça peut être réquisitionné un gymnase, une ancienne, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un accueil, un repas, une mise à l'abri. Et ensuite, pour ceux qui les souhaitent et qui font une demande d'asile, c'est un départ dans un CADA ou dans une UDA. Il n'y a pas d'obligation, donc c'est sur la base du volontariat. Sur place, il n'y a pas forcément des moyens sanitaires. Et la prise en charge en hébergement, ça peut aller de quelques semaines à quelques mois. Donc l'idée étant, après, au fur et à mesure, d'éviter les gymnases, une fois que des solutions ont été trouvées pour les personnes qui ont été mises à l'abri. Donc aucun dispositif sanitaire dans les salles des fêtes, gymnases, etc. Sauf, on a 2 cas particuliers, mais voilà, des centres historiques, France Terre d'Asile à Créteil et les Caches des Nanterres, mais partout ailleurs, donc dans ces dispositifs de mise à l'abri, il n'y a pas forcément il n'y a pas des dispositifs sanitaires. Ce serait très compliqué à organiser. Par contre, donc la mise en place de ce qu'on appelait des actions de médiation sanitaire. Donc en région Île-de-France, les opérateurs, c'est les SAMU Social de Paris et la Croix-Rouge, qui à la demande, soit de l'ARS, soit du préfet, soit du responsable des centres, peuvent intervenir pour faire un bilan, un diagnostic. Alors souvent, c'est beaucoup aussi pour rassurer les gestionnaires de ces structures d'accueil, avoir des partenariats, avoir les possibilités d'orientation vers les dispositifs des droits communs, etc. Alors, pendant toute cette période, donc de juin 2015 à novembre 2016, les passes sont extrêmement sollicitées. À la fois les passes parisiennes, qui sont, on va dire, dans les périmètres des campements des rues. Je vous rappelle que pendant cette période, 30 campements ont vu les jours d'une façon successive, souvent dans les mêmes périmètres géographiques. C'est plutôt les nord parisiens et la Seine-Saint-Denis. Donc à ces moments-là, les passes extrêmement sollicitées, à la fois par les opérateurs qui font des maraudes sanitaires dans les campements, à la fois par les migrants eux-mêmes et à la fois aussi par des maraudes bénévoles avec quelques aussi, on va dire, quelques situations compliquées que les passes ont dû à gérer, du fait aussi de la non-connaissance de ce que c'est un dispositif passe, notamment par des personnes bénévoles animées de bonne volonté, mais qui arrivent avec 15 à 20 personnes dans une passe en disant il y a un problème de santé, etc. Donc à ces moments-là, les passes sont vraiment extrêmement sollicitées. Pendant ces périodes-là, il y a la mise en place des CHUM, les centres d'urgence migrants. Alors vous voyez, il y en a à peu près 90 qui sont mis en place dans toutes les régions Île-de-France. Des CHUM qui peuvent, donc on a eu, vous voyez, 49 373 rentrées. Donc ce sont 90 centres d'hébergement d'urgence spécialisés pour l'accueil des migrants. 7000 places en tout et pour tout, avec une durée moyenne qui peut aller, pareil, de quelques jours jusqu'à la fin de la procédure de la demande d'asile. Dans les CHUM également, il n'y a pas de dispositifs sanitaires, donc les CHUM orientent aussi vers les saluts ou vers les passes selon la situation. Voilà, juste pour vous donner une idée, c'est pas à lire, hein, mais c'est juste toute la typologie des dispositifs des prises en charge d'hébergement migrants. Vous voyez qu'en moins d'un an, on s'est créé un nouveau lexique. Et voilà, tout ce qui existe selon les différents... Sachant que ce qu'on met derrière les mêmes acronymes n'est pas forcément le même fonctionnement d'une région à l'autre. Donc ça complique aussi la donne par rapport à tous ces dispositifs de prise en charge. Donc les passes continuent à être sollicitées par les centres d'hébergement, bien évidemment. Et donc un excellent rapport de l'Observatoire du SAMU social
à démontrer les interactions entre les différents centres et les passes et la mobilité de ces personnes qui parfois sont hébergées très loin mais qui reviennent dans des passes et qui vont dans une autre passe. Donc effectivement, un éclatement des CHUM et des centres d'hébergement possibles, mais aussi une mobilité des personnes mises à l'abri par rapport à l'accès aux soins. En novembre 2016, tout change, c'est un nouveau chapitre, c'est l'ouverture du CPA. Alors ça a été appelé les centres humanitaires, après on l'appelait les centres de premier accueil, on va dire les noms qui est resté, c'est les CPA. Donc tout le monde sait l'histoire, hein, c'est à l'initiative de Madame la maire de Paris et grâce à un cofinancement État, donc c'est la DRIL, l'OFI, l'OFPRA et l'ARS, et donc la ville qui est propriétaire du terrain, donc les CPA voient les jours. Donc c'est une capacité d'inclusion qui va des 70 à 80 personnes par jour. Sur place, au total, il y a toujours 400, voire un peu plus certaines semaines, 400 places au total, pour une durée de séjour qui va de 5 à 7 jours avant les départs pour un hébergement en Île-de-France ou dans une autre région, notamment en CAO. Et quelques mois après, c'est encore mieux, on a l'ouverture du centre famille à Ivry. Donc c'est un peu les mêmes principes, sauf que c'est les familles, les couples, les femmes isolées et les personnes vulnérables. Donc sont prises en charge sans famille d'Ivry. Alors là, pareil, on a une capacité d'accueil de 400 places, dont 50 pour les familles roms. Alors là, la durée de séjour est beaucoup plus longue, ça peut aller jusqu'à 4 mois avant un départ en CADA. Dans les deux sites, donc il y a un opérateur social qui est missionné, donc c'est le SAMU social de Paris, et le côté social dans les deux sites est géré par Emmaüs. Donc les SAMU social, 7 sur 7, des bilans d'orientation infirmier. Je ne le dis pas, mais ça va de soi, c'est volontaire. Hein. Il n'y a pas obligation, il n'y a pas de visite médicale à l'entrée au centre. Néanmoins, vous allez voir une grosse adhésion au bilan infirmier. Donc, dans les deux sites, les SAMU social de Paris, donc financés par l'ARS dans les deux lieux. Alors, évidemment, nous, on est très contents, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Enfin, on a des articles comme quoi, vous voyez ce qu'on a vu. Hein. Alors, ceci dit, la presse, hein, ça nous a, quelquefois, elle ne nous a pas aidés. Donc, on a eu une épidémie de fièvre typhoïde. Hein. Bien évidemment, c'était absolument pas vrai. C'était une fabulation totale d'un candidat aux élections régionales. Et une journaliste hein, d'une grande chaîne de télévision qui a juste confondu variole et varicelle. Et donc, elle dit sur toutes les chaînes nationales qu'il y avait une épidémie des varioles dans un campement. C'était de la varicelle. Voilà. Et bon, je vous passe les articles qu'on a eus, comme quoi les différentes opérations de mise à l'abri, c'était parce qu'il y avait une épidémie tuberculeuse, des épidémies de Galles. Bon, voilà. Souvent, on était plus dans l'urgence médiatique hein, que dans l'urgence sanitaire. Bien évidemment, il y avait des cas, des problématiques de santé, mais je vous rassure, il n'y a jamais eu de typhoïde et bien évidemment, il n'y a jamais eu des varioles. Donc, dans ces centres, que ce soit les CPA ou Ivry, donc il s'est organisé pour que les personnes, en rentrant, et très rapidement, si ce n'est pas les jours même, c'est les lendemains, puissent bénéficier d'un bilan d'orientation infirmier sur la base d'un protocole qui a été validé par les tutelles, donc sur un protocole standardisé. Donc il s'agit d'infirmières. Bien évidemment, alors, dans les deux centres, on a des traducteurs en présentiel, interprètes, pardon, pas traducteurs, c'est une faute, des interprètes en présentiel en permanence. Donc tous les bilans infirmiers et ensuite les visites médicales, voire les entretiens avec les psys, se font avec un interprète. Donc voilà, il y a cette première bilan à la demande de la personne et ou sous conseil de l'infirmier si on voit que la personne ne va pas bien. Et en deuxième instance, la possibilité d'avoir une visite médicale donc avec des médecins somatiques et psy, au CPA initialement assuré par MDM, ensuite la relève a été prise par les services SMIT de l'hôpital Bichat
Et à Ivry, c'est pareil, c'est MDM. En plus, à Ivry, on a aussi Gynécologues sans frontières, Pédiatres sans frontières. L'EPSI, c'était MDM initialement. Après, l'MPP, Santane, Maison Blanche. Donc, vous voyez, il y a quand même une prise en charge sanitaire qui s'est faite sur place. Et, si besoin, bien évidemment, orientation vers l'hôpital, etc. Donc, à ces moments-là, au niveau des passes, on s'est dit, ouf, on respire. Voilà. Et finalement, donc, quantitativement beaucoup moins importante, parce que ce n'est pas la maraude bénévole qui arrive à la fin de la consultation de la passe avec 15 personnes. Donc, c'est plus cadré, c'est organisé. Les associations sont extrêmement professionnelles. Il y a un protocole d'orientation, etc. Néanmoins, les orientations vers les passes vont continuer à avoir lieu. C'est quantitativement moins important, mais qualitativement avec des cas beaucoup plus complexes et des pathologies beaucoup plus lourdes, et aussi avec un besoin, enfin une capacité qui ont eu les passes de pouvoir s'adapter en termes de réactivité. Ce sont des gens, je vous rappelle, pour qui la durée d'hébergement au CPA est de 4-5 jours, max une semaine. Donc dans un cas d'une suspicion, etc., Médecins du Monde et ensuite les permanences des Bichat, ils appellent, est-ce que tu peux le prendre entre midi et 2, radio, etc. Donc vous voyez, là, en quelque sorte, les passes sont obligés à s'adapter et à réagir et à pouvoir vraiment, c'est de la dentelle, c'est presque au quotidien, on trouve des solutions presque sur mesure pour la prise en charge de cette population-là. Bon, voilà, ça je vous fais juste c'est juste un extrait, hein, c'est pas tous les bilans infirmiers, mais c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est les protocoles. On va passer rapidement sur les profils. Donc on a des files actives avec tout un recueil des données épidémiologiques. Donc la copie du bilan infirmier est donnée à la personne, pas au patient, à la personne, et une copie est envoyée à l'Observatoire du SAMU social pour un recueil des données épidémiologiques. Bon, globalement, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est plutôt des hommes. Alors, ce qui est intéressant, ils se sentent plus ou moins en bonne santé. Les ressentis, c'est des gens qui disent être en bonne santé, alors qu'on remarque évidemment beaucoup de psychotraumas, beaucoup de souffrances psychiques. Certains ont un périple migratoire qui est supérieur à 2 ans. Donc, ce sont des primo-arrivants en France, mais ont eu un périple migratoire énorme et passage par la Libye, où, bon, voilà, je ne vous raconte rien que vous ne savez déjà. Alors, là, ça résume. Alors, tout ce qui est vert, c'est les opérations de mise à l'abri avec les nombres des personnes mises à l'abri. Quand la flèche jaune, et là ça devient bleu, c'est les flèches bleues, c'est les inclusions au CPA. Mais vous voyez que parallèlement, on va continuer à avoir un décampement des rues parce que la capacité d'absorption du CPA par moment n'est pas suffisante et selon des périodes, des vagues d'arrivée des migrants. Donc on va continuer à avoir des campements des rues, des situations des rues et donc à nouveau des mises à l'abri. Donc évidemment, pendant toutes ces périodes-là, les passes continuent à être sollicitées à la fois par les CPA et les centres d'Ivry, mais aussi on continue sur la mise à l'abri, donc les maraudes, donc les mises à l'abri et donc orientation des passes. Bon, je vous passe la typologie de la patientèle des passes, mais on va dire, alors ça correspond bien évidemment, on a à peu près les mêmes données que la typologie qui est issue du bilan infirmier, avec quand même 3 particularités sur lesquelles j'attire votre attention. Besoin d'interprétariat, donc ce sont des populations vraiment allophones pour qui parfois même parler en anglais n'est pas suffisant, ça ne suffit pas. Ce sont des personnes qui ont du mal à s'orienter dans l'hôpital et plus globalement dans les systèmes de santé français, et aussi des personnes pour qui la prise en charge sociale se révèle extrêmement compliquée, voire impossible. Ils sont là quelques jours, on ne sait pas vers où on va. Oui, j'accélère. On va les orienter, etc. Voilà.
72% peuvent être considérés comme extrêmement précaires, donc pas de couverture médicale, pas d'hébergement, pas isolé, nouvellement arrivés, allophones, tout ce que vous voulez. Voilà, donc évidemment, mise en place donc, du comité de pilotage, mise en place d'une chargée de mission aussi en DLRS, un correspondant DD, un correspondant migrant au niveau de la CEPAM, création d'outils pour faciliter cette prise en charge, qui sont téléchargeables sur le site DLRS, ça c'est la page des pubs gratuite. Voilà, et troisième et dernier pour le moment épisode en date, le 30e mars, ça c'était prévu. Les CPA ferment ses portes, c'était juste une histoire des terrains il fallait rendre au campus Condorcet, mais initialement on pensait qu'on allait transférer la même structure dans un autre lieu, style mais vraiment à proximité, et finalement la décision est prise de fermer les CPA et d'ouvrir à la place 5 CAES, que ça veut dire Centre d'accueil et d'examen des situations, qui ouvrent un peu en région Île-de-France. Donc à chaque fois, on retrouve la même typologie, un opérateur social et un opérateur médical et des bilans d'orientation infirmier. Alors, les avantages et les inconvénients, vous allez faire rapidement les calculs, on gagne à 350 places. Voilà. Quand on met bout à bout les nombres des places d'hébergement, on arrive à 750 versus les 400 du CPA. Les côtés plus compliqués à gérer, qui sont évidemment dans 5 lieux différents, qu'il y a 5 coordinations, 5 opérateurs. Donc c'est vrai que la gestion de la santé, ça se fait un peu plus compliqué. Alors, j'y reviendrai après. Et à côté de ça, ouverture des accueils des jours. Donc, contrairement au CPA, où les gens pouvaient y aller tout seuls, se présenter tout seuls, d'où l'effet aussi des phénomènes des campements autour du CPA, dans les COS, les personnes doivent être amenées par des maraudes. Alors, soit des maraudes qui sont des maraudes coordonnées par France Terre d'Asile, qui peuvent orienter, soit via l'entrée par les accueils des jours. Donc, il y en a 5 à Paris. Alors, boulevard du Palais, boulevard Henri IV, hein, pour une fois, sont des lieux vraiment au niveau du centre-ville de Paris. Et à partir de là, les personnes sont accompagnées en bus dans un des 5 COS. Donc là, vous voyez, c'est les centres d'accueil des jours dans les 13e, dans les structures des grands voisins. Et là, c'est les COS des Cergy-Pontoise, que c'est les premiers qui a ouvert et les plus grands en termes de taille. Voilà, petit rappel des missions, des places, de ce qui a été fait, etc. On ne va pas aborder les mineurs isolés, on y reviendra peut-être. Hein? Ouais, voilà. Et bien évidemment, encore des mises à l'abri. Donc les dernières en date, c'était juste en bas de l'ARS. Donc c'était vraiment au long du canal qui est juste l'ARS. Il y avait, je ne sais plus, un tout petit peu moins de 2000 personnes qui ont été mises à l'abri entre ce qu'on appelait les campements du millénaire et pas trop loin à Jaurès et Port de la Chapelle. Donc la dernière opération des mises à l'abri qui s'est faite sur 2 jours, c'était 1758 personnes, si ma mémoire est bonne. J'ai adoré la vignette. Voilà, et je termine pour les moments. Merci de votre attention et bien évidemment pour les questions.